que je te propose, Paul, c'est d'abord de nous expliquer d'où tu viens et comment tu en es venu à faire médecine et à devenir obstétricien. Le premier chapitre. Premier chapitre. On commence? Oui, oui. Alors, j'appartiens à une famille nombreuse. Nous étions 7 enfants, d'un milieu, enfin d'une famille très catholique, également d'ailleurs d'un milieu en général catholique, dans une des paroisses d'Angers, c'est comme ça qu'on désignait les quartiers autrefois. Angers, qui est une des villes sans doute les plus chrétiennes de France, et il y en a d'autres, mais elle l'est vraiment. Il y a beaucoup de couvents, il y avait beaucoup de couvents, il y avait 13 paroisses. Et alors ces 13 paroisses, je les connais parce que notre mère, à chaque fête de Noël, nous emmenait faire la visite des crèches. Alors c'était une visite très agréable pour nous. Alors nous, c'est 3 derniers enfants de mes parents. Voilà. L'aîné est né en 1926, la deuxième en 28, le troisième en 30, une sœur qui est née en 35, et moi j'arrive fin 41, puis j'ai 2 petits frères après qui suivent de 2 ans en 2 ans. Donc ma mère a son dernier enfant, elle a 45 ans, quoi, hein, ce qu'on connaissait à l'époque. Voilà. Alors je le dis parce que j'ai développé toujours cette idée que j'avais le sentiment que ma maman, on va le dire comme ça, n'avait pas une affection très grande pour nous. C'était une mère exemplaire à tous égards, mais pas très affectueuse, pas très chaleureuse. Et j'ai mis ça plus tard sur le compte de, on va dire, la fatigue. Elle avait eu d'autres enfants, elle a connu la Deuxième Guerre mondiale, ça a été quand même une épreuve assez dure. Moi, je suis né sous les bombes. Donc, voilà, tout ça, j'estimais qu'il était assez normal que pour elle, ces 3 petits, voilà, qu'elle n'avait peut-être pas d'ailleurs ardemment désirés, j'en savais évidemment rien, mais après je me suis posé la question, voilà, qui venait alors que ses aînés étaient grands quand même. Voilà, ça n'était pas simple. Voilà. Donc j'ai admis cette situation sur le plan affectif, mais on était heureux parce qu'on faisait des promenades, on allait voir la campagne, on habitait une paroisse, donc j'insiste, qui était à la limite de la campagne, et il y a un parc qui était très beau. Voilà, donc c'est plutôt d'excellents souvenirs, hein. Alors avec les 3 derniers, j'étais l'aîné de ce deuxième groupe, on va dire, de la famille. J'avais pas non plus des rapports qui, sur le plan affectif, étaient excellents, ni d'ailleurs avec mes aînés. Voilà, j'en ai pas souffert. Mais voilà, c'est rétrospectivement, reconstruisant un peu, et voyant un peu ce qui se passait autour de moi par rapport aux petits, j'avais le sentiment que quand même, tout ça était quand même pas beaucoup du côté de l'affection. Mais j'appréciais l'esprit de famille, voilà, les soirées, on était presque tous ensemble. Il y avait d'autres membres de la famille qui s'y associaient d'ailleurs. Donc oui, j'appréciais ça. Ma mère faisait de la bonne cuisine, voilà. J'aimais bien sa cuisine. Autrement dit, une enfance qui a été plutôt agréable. Voilà, je ne dis pas qu'elle débordait de bonheur, mais qu'elle a été plutôt agréable. Alors bien sûr, j'ai eu une éducation religieuse, très religieuse. Voilà, on est à l'ombre d'une église et on y est tout le temps, quoi, hein. Voilà, pas seulement les dimanches rituellement, mais à bien d'autres occasions. Voilà, je suis enfant de chœur, bien sûr, très tôt. Voilà, et je participe à la vie de la paroisse. Bah, pas du quartier, de la paroisse. Voilà. À ces kermesses, l'école qui était l'école qu'on appelait libre, privée, qui était une école chrétienne, quoi. J'ai quitté cette école à 11 ans pour rentrer en 6e, également dans un collège privé. Alors, mes parents, je n'ai jamais su précisément combien ça leur coûtait, mais ils devaient se saigner pour nous payer ça, hein. Voilà. Et donc, ce secondaire n'a pas été pour moi glorieux, hein. Je veux dire, quand j'y pense, je me dis, mais c'était désolant. Le niveau scolaire était très mauvais. Alors peut-être c'est rétrospectif que ça n'a pas grande valeur, mais quand même, je vois, l'anglais, je n'ai jamais appris, hein, alors qu'on faisait de l'anglais, quoi, hein, voilà. Donc j'ai trouvé que tout ça n'était pas bon. Quelle était ma vocation, entre guillemets? C'était de devenir ingénieur,
parce qu'à Angers, il y a une école des arts et métiers. Voilà. Et que ma sœur aînée était mariée avec un ingénieur des arts et métiers qu'elle avait connu pendant les études de ce beau-frère. Cette possibilité de faire cette école d'ingénieur ne me déplaisait pas. J'ai donc fait un enseignement technique, voilà. Il existait à ce moment-là, je ne sais pas si ça existe encore, un baccalauréat qui s'appelait mathématiques et techniques. C'était Mathélème, plus de la technique, c'est-à-dire du dessin industriel, de l'atelier, etc., de la technologie. Voilà, j'aimais bien la technologie, j'aimais bien le dessin industriel. Alors j'ai fait ajusteur mécanicien comme formation, passé le CAP, voilà, mais je ne l'ai pas eu. Et j'étais pas bon. Voilà, je me sentais maladroit, voilà. Et donc je me suis dit, non, c'est quand même pas une bonne piste, quoi, hein, voilà. En terminale, la philo m'a intéressé, et j'ai commencé à remettre en cause donc cette vocation qui m'était plaquée, quoi, hein. Voilà. Alors pourquoi médecine? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais il faut savoir que ma mère était très soignante, sans aucune formation, mais elle nous soignait tous, voilà, comme beaucoup de mères de famille. C'était fréquent. Et que je crois que ma mère aurait plutôt voulu être enseignante, voilà, il me semble, que soignante. Une de mes sœurs aînées est devenue religieuse, infirmière, puis sage-femme, voilà. Et une autre sœur qui me précédait, qui avait 6 ans de plus que moi, est devenue aussi sage-femme. Donc manifestement, voilà, il y a des conditions qui m'ont poussé vers le soin. Voilà, c'était assez curieux. Je n'étais pas du tout attaché aux soins, voilà. Mais j'étais admiratif de ma mère qui nous soignait. Voilà, par exemple, et sans doute la naissance. J'étais du côté de la nativité, dans la chrétienté, ça compte beaucoup, hein, beaucoup. Hein. C'est le renouvellement, quand même, que Hannah Arendt cite à la fin de La condition de l'homme moderne, l'évangile de Saint Jean, pour dire que ce qui sauve le monde de la destruction totale, la destruction naturelle, dit-elle, c'est la natalité, quoi. C'est le renouvellement. Voilà, sans doute, je n'avais pas lu Hannah Arendt à l'époque, mais sans doute voilà, il y avait sans doute dans la naissance quelque chose de très fort. Et pourtant, étudiant en médecine, je ne pensais pas du tout à l'obstétrique, mais pas du tout. Voilà, j'étais du côté du soin, j'admirais les élèves infirmières de mon âge, hein, voilà, qui avaient 17 ans, 18 ans, qui rentraient en première année et qui soignaient, mais alors, les corps, voilà. Et ce n'était pas dans la théorie de la pathogénie des maladies, hein, mais pas du tout. Elles étaient dans les corps, hein, dans les corps souffrants, voilà. Et pour moi, c'était quelque chose voilà, de quasiment mystérieux, voilà. Je savais que ma mère, finalement, avait été très loin dans les soins. Nous avons accompagné une grand-mère, qui n'était pas sa mère d'ailleurs, qui était sa belle-mère, jusqu'à la fin de sa vie. Je sais que c'est elle qui a assuré les soins. Et d'autres membres de la famille, comme ça. Voilà, donc il y avait une expérience du soin, sans doute, y compris des soins les plus intimes, les plus durs, qui ont trait au corps. Étudiant en médecine, pendant longtemps, on ne voit que de très loin et de très haut la pathologie. Hein. Voilà, en plus, dans l'irrespect. Mais vraiment dans l'irrespect. C'est quelque chose que je n'ai compris qu'après. On rentre dans les chambres quand il y a des chambres sans frapper, parce que la plupart des malades, d'ailleurs, à l'hôpital, d'Angers, où j'ai commencé mes études, étaient dans des salles communes. Mais il commençait à y avoir quelques chambres seules. Oui, on rentrait sans demander la permission. On examinait les malades sans leur dire ce que... Voilà, c'est vraiment quelque chose de très dur pour moi quand j'y pense. Voilà. C'est un irrespect, voilà, simple, voilà. Ça s'imposait. Le chef de service pouvait dénuder dans une salle commune un malade
voilà, simplement pour nous montrer des choses qui n'étaient pas du tout utiles de nous montrer, si ce n'est pour notre éducation, mais on aurait pu s'y prendre autrement. Voilà, à l'époque, je n'étais pas vraiment choqué. Non. Alors, est-ce que j'ai été aidé, je n'en sais rien, par celle qui va devenir ma compagne, et qui l'est toujours, que je découvre dès le début de nos années de médecine. Voilà. Il y avait un propédeutique à l'époque qui s'appelait physique, chimie, biologie, qu'on faisait, c'était une école de médecine à Angers, ce n'était pas une faculté, et on passait les concours qui nous permettaient, si on le souhaitait, de venir à Paris, ce que nous avons fait. Voilà pourquoi nous sommes arrivés dans le cadre de cette école dépendant de la faculté de Paris, par le biais de l'externat, nous sommes arrivés à Paris. Alors oui, je dis que sans doute ma compagne m'a aidé par justement la simplicité de ses rapports avec, et sans doute le respect, quoi, que nous n'avions pas spontanément, vraiment pas spontanément. Voilà, mais encore une fois, je n'en étais pas conscient, pas vraiment conscient. Je voyais bien que l'accompagnement de la souffrance, de la mort, quand même, c'est pas rien. Mais finalement, l'objectivation du corps fonctionnait. Voilà. Nous examinions un foie, des jambes, des yeux, la face, la langue, enfin, etc. Les médecins ont tout un langage qui leur est propre, en plus, voilà, qui finalement éloigne de la maladie que vivent les gens. Ça, j'ai été assez sensible très vite à voir la distance qui existait entre la façon de s'exprimer dans la population pour dire qu'on a une jaunisse. Ça ne s'appelle pas une jaunisse en médecine, voilà, ça porte un autre nom. Mais il en est de même pour la plupart de la symptomatologie, qui porte des noms particuliers et qui, je pense, joue un rôle à notre capacité d'objectivation. Elle s'imposait à moi, dans le fond, voilà, parce qu'elle permet d'aller du côté de la souffrance en l'objectivant, autrement dit, sans y participer, voilà, et en s'éloignant, y compris de la souffrance affective, psychique des malades. Voilà. On est venu à Paris, les choses ont continué. Hein. On a cette expérience clinique, quoi, hein, voilà, qui va se confirmer dans nos stages d'externat dans les différents hôpitaux de la région parisienne, de Paris. Voilà. Moi, je vis bien, très curieusement, un rapport au corps distancié. C'est très curieux. Voilà. Pour moi, l'obstétrique n'a rien à voir avec la médecine. En plus, je considérais que le chef de service de la maternité à Angers, ma ville, c'était un individu que je n'appréciais pas du tout, humainement, quoi. Hein. Voilà, donc ça m'éloignait encore plus de cette spécialité. Voilà, c'est assez curieux. Alors, l'externat, l'internat, le service militaire où nous partons, et je dis nous parce que Yvette est partie avec moi en Algérie, moi dans le cadre de la coopération militaire, mais qui était une coopération, l'Algérie était indépendante, c'était après la guerre, j'ai été nommé dans un hôpital d'une ville de la côte, pas très éloignée d'Alger, à 30 km à peu près, très agréable. Et ma première surprise, qui était une surprise très très forte sur le plan humain, c'est de voir que cette population avait une attitude à notre égard qui était une attitude de reconnaissance, de respect, mais aussi d'amitié simple. Voilà, alors qu'on avait fait la guerre, et quelle guerre, pendant 6 ans. Guerre qui m'a beaucoup marqué, hein, mais vraiment beaucoup marqué. Je romps avec l'Église catholique en 67, pas de façon violente, hein. Pas du tout, hein, sur la pointe des pieds. Je n'ai pas voulu peiner ma famille, mais ma mère a très vite compris, d'autant qu'on s'est mariés en 66, notre première fille est de 68, et la première fille, on ne la baptise pas. Et la deuxième, on ne la baptise pas. Ma mère a tout de suite... Ça a été pour elle quelque chose de terrible, quoi. Hein.
pour moi, j'étais très affligé, sachant la peine que j'allais faire à notre mère. Voilà, mais pour moi, non, ce n'était pas possible. D'autant qu'il y avait la guerre du Vietnam, voilà, le cardinal Spellman qui bénissait les avions qui partaient sur le Vietnam, quelque chose qui... Voilà. J'ai participé à ma première manifestation contre la guerre d'Algérie, c'est tardif, c'est 60-61, je crois. Un jeune garçon a perdu un œil au cours de cette manifestation. Bon. Les Algériens dans la Seine, j'ai très vite eu connaissance de tout ça, quoi, hein. La torture, c'est un phénomène qui m'a beaucoup marqué, parce que j'étais dans un établissement religieux, on justifiait presque la torture, quoi, ce qui pour moi était insupportable. Voilà. Donc en 67, j'arrête toute relation avec l'Église catholique. Nos enfants ne sont pas baptisés. C'est une souffrance pour ma mère et je le sais. Voilà, je n'ai pas cherché ni à justifier notre attitude. Elle n'était pas dans un état d'esprit qui lui permettait de comprendre notre démarche. Non, elle ne pouvait pas, en tout cas, l'admettre. J'en termine avec ça. Donc ma famille, nous autres à Paris, voilà, cet éloignement aussi a facilité les choses, c'est évident. L'Algérie, une très belle expérience, très très belle, voilà. Le poste hospitalier que nous occupions, Yvette et moi, était un poste tout à fait intéressant, quoi, hein. C'était un hôpital, on avait une... Et là, pour la première fois, j'ai dû m'occuper d'obstétrique. Voilà. J'ai dû, parce qu'il n'y avait pas d'obstétricien, parce que de temps en temps ça coinçait, un peu dur, enfin, etc. Il a fallu que je m'y mette. Mais je ne l'ai pas fait avec gaieté de cœur. Mais finalement, j'ai bien vu que finalement les bébés, l'arrivée des bébés sur Terre, c'était quelque chose de tout à fait passionnant en soi. C'était un événement, voilà. Et j'étais très content de le vivre, y compris de le vivre dans un pays qui était renaissant, quoi, hein, voilà. Donc, en rentrant en France, alors il faut dire que j'ai eu des difficultés, voilà, parce qu'on savait que j'avais des engagements politiques qui étaient un peu tordus, on va dire, et donc je n'ai pas trouvé partout la porte ouverte. C'est en obstétrique que j'ai été accueilli. Donc voilà, je n'ai pas craché dans la soupe, je m'y suis mis. C'est une spécialité chirurgicale. J'ai pu la faire à Saint-Vincent-de-Paul, donc juste à côté. Nous sommes à l'ombre de Saint-Vincent-de-Paul, avec des gens que j'ai beaucoup aimés, hein, qui étaient... alors, le chef de service était un monsieur qui s'appelait François Lepage. Il était un peu distant, mais finalement très gentil. Celui qui lui a succédé, qui s'appelle Jacques Chavigné, était vraiment très aimable, très accueillant, très respectueux. Je découvrais un médecin respectueux des gens. Alors on est en obstétrique, hein, c'est particulier l'obstétrique, c'est la souffrance des contractions utérines, mais c'est pas la souffrance face au risque de mort, quoi, hein, on est, sauf des situations exceptionnelles. Donc ma spécialité, je l'ai fait dans des conditions très agréables et qui m'ont plu. Voilà, qui m'ont plu, et je me suis accroché à cette spécialité. Finalement, en me plaçant du côté de l'obstétrique et de la gynécologie, mais finalement pas de façon essentielle. Bien sûr, il y a les problèmes de fertilité qui sont intéressants, puis qui commencent à être traités. Donc, j'ai fait de la chirurgie de stérilité, mais... les fibromes n'avaient pour moi aucun intérêt, enfin, je veux dire, voilà, d'autant que je voyais bien que c'était un espèce de commerce, les fibromes, voilà, je n'avais pas l'intention de m'inscrire dans cette optique. La carcinologie, évidemment, était importante, hein, mais là, je ne me sentais pas de force. Pour moi, la carcinologie, c'est une spécialité vraiment particulière en soi, et je n'avais pas une formation qui me permettait, voilà, beaucoup de mes collègues se lançaient là-dedans à corps perdu. Je n'appréciais pas du tout ça, pas du tout, hein. Et puis la périnatologie m'a intéressé. Là, j'arrive au moment où on pénètre dans les secrets de la reproduction.
où on devient très actif. Voilà. C'est le début de la connaissance du liquide amniotique, des premières amniosynthèses, 73. Voilà, là-dedans, je m'inscris très, très facilement, très bien. La proposition qui est faite à des femmes qui, à l'époque, devaient avoir 40 ans, de faire une amniosynthèse pour voir si leur bébé avait une anomalie chromosomique, me paraissait une honnêteté, je veux dire, sur le plan des rapports avec les femmes, dans la mesure où nous avions connaissance facilement de cette pathologie. Il apparaissait des problèmes nouveaux, pas dits, voilà, dissimulés, enfouis, tant par les familles que par les soignants. Voilà, autrement dit, tout un thème, un champ de réflexion qui, pour moi, était tout à fait intéressant. Voilà, et j'étais désolé quand même de voir que mes collègues qui ne voulaient pas faire d'avortement lorsqu'une femme le demandait, pour des raisons qui lui étaient absolument personnelles, à propos de la trisomie 21, ils engueulaient parfois des femmes qui ne voulaient pas faire d'interruption de grossesse alors qu'on avait mis en évidence une trisomie 21. Et on les engueulait en leur disant que ça avait coûté très cher, inutilement. De tels, c'était pour moi indigne. Voilà, de notre, voilà, on a fait de longues études, on a réfléchi, on est confronté à la vie. Voilà, on est capable d'avoir une attitude, me semblait-il, plus digne quand même, plus respectueuse de la vie. Voilà. Donc, mais tout ça, c'est un ensemble de questions qui, voilà, a traversé ma vie et que j'ai vécu avec plutôt de la satisfaction. Voilà, j'étais très content d'échanger sur le plan épistolaire avec une femme qui était porteuse de trisomie 21. Elle disait des choses voilà, que d'autres ne disent pas, bien sûr. Voilà pour diagnostic prénatal. Je suis resté attaché à Saint-Vincent-de-Paul du côté du diagnostic prénatal, quoi. Donc, toutes les semaines, on discutait des situations difficiles. Il y en avait, hein. Il y en avait. Hein. Le diagnostic prénatal, ça n'est pas simple. Hein. On est face à des situations, aujourd'hui, on voit réapparaître les amputations de membres qui sont congénitales. Alors, je suis surpris, parce qu'aujourd'hui, par échographie, on voit très bien l'absence de membres. Je ne dis pas qu'il y a des situations qui ne sont pas forcément très simples dans la lecture de l'échographie, mais quand même, en général, on les répète quand on a un doute, on refait la moyenne des échographies pour toutes les grossesses en France est supérieure à 4, je crois, maintenant. Voilà. Donc, voilà, on ne limite pas ce regard sur la vie intra-utérine. Eh bien, cette histoire des bébés sans bras et de parents qui se sont mobilisés en disant « Mais pourquoi notre enfant n'a pas de bras ?» Je me suis dit, cette question est tout à fait raisonnable, bien sûr, d'autant que nous n'avons pas de réponse à ces questions. Mais je me suis dit, c'est des parents qui, sans doute, ont accepté que leur enfant vienne au monde sans bras. Alors, il faut savoir que parmi les médecins, tous les médecins estiment que se passer d'un bras, c'est possible. Autrement dit, qu'on ne doit pas faire une interruption de grossesse parce qu'il manque un bras. Donc, je sais qu'il y a des familles qui sont tombées sous le coup de ce choix médical. Nous ne ferons pas, madame. On peut se passer d'un bras. Il y a des joueurs de tennis qui n'ont qu'un bras. Enfin, vous connaissez toutes ces chansons. C'est vrai, c'est vrai. Bien sûr, chacun d'entre nous peut être amputé d'un bras. La vie va continuer. Elle sera plus dure, mais on a cette capacité à dépasser des situations qui sont difficiles. Voilà. Mais toujours est-il, je me suis dit... Voilà, ces familles posent la question du pourquoi. Voilà. Et après tout, ces familles ont raison, bien sûr. On sait maintenant qu'il y a un certain nombre de médicaments, de polluants de toute nature qui peuvent être responsables d'anomalies congénitales. Voilà, donc, bah oui, il faut poursuivre nos recherches là-dessus, ça n'est pas scandaleux. Voilà un des aspects de la vie professionnelle sur lequel... Oui, je me suis penché, j'ai réfléchi. Et... Voilà. Alors, un autre aspect de la vie professionnelle et de mon choix,
ça a été la découverte des sages-femmes. Alors, bon, par ma famille, j'avais quelques idées sur les sages-femmes, mais finalement, professionnellement, j'ai réalisé très vite. Alors d'abord, j'ai vu qu'il existait des liens parfois très étroits entre les sages-femmes et les médecins. Que les obstétriciens, il y en avait un certain nombre, y compris titulaires de chaires d'obstétrique, qui étaient mariés avec des sages-femmes. Voilà, donc on voit bien qu'il y avait là quelque chose, un lien étroit, qui pouvait se comprendre, bien sûr, professionnellement, mais qui n'expliquait pas la subordination des sages-femmes par rapport aux médecins. D'autant que beaucoup de médecins, y compris de mon âge, mais des aînés aussi, avaient appris l'obstétrique, ils le reconnaissaient, avec les sages-femmes. Je comprenais bien que notre métier, c'est du côté de la pathologie. Les médecins sont destinés à la pathologie et qu'autrement dit, oui, il y a besoin de médecins pour un certain nombre de situations en obstétrique. On en connaît l'importance, le nombre. On connaît la plupart des pathologies qui sont consécutives à la grossesse ou qui peuvent compliquer une grossesse qui survient lors d'une pathologie chez une femme. Donc il y a besoin de médecins, il n'y a pas de doute. Mais quand même, d'une part, je constatais que les sages-femmes étaient très intimes avec les femmes. Pour moi, j'étais même presque choqué que les sages-femmes tutoient systématiquement les femmes. Voilà, c'est quelque chose que je trouvais un peu abusif, quoi. On se connaît depuis 1 heure et on se tutoie déjà. Bon, voilà, je reconnais que c'est tout à fait stupide de ma part, mais voilà. En tout cas, c'était l'expression d'une intimité très forte et sans doute nécessaire. Voilà. Qui était de l'ordre du partage de quelque chose d'essentiel, évidemment, dans la vie d'une femme. Je considère que l'événement naissance est un événement considérable, alors qu'il est très commun et très banal, mais une vie nouvelle, voilà, qui sort de votre ventre par votre appareil génital, enfin, tout ça, c'est un mélange de genres extrêmes qui justifie, bien sûr, un accompagnement très fort. Voilà, qui est de l'ordre pas forcément des mots, pas forcément de la parole, mais aussi d'un accompagnement affectif charnel. Voilà, et qui n'était pas notre vocation. Ça n'était pas nous, ça. C'était pas dans nos pratiques. Et donc, très vite, j'ai réalisé que les médecins n'avaient pas, et d'ailleurs beaucoup, laisse, comme on dit aux sages-femmes, le soin de pratiquer les accouchements normaux. Voilà, ils ne laissaient pas, c'était le métier des sages-femmes. Voilà. Et pour moi, c'était très important. Alors, est-ce que, parce que la pathologie des grossesses, des bébés aussi, bien sûr, parfois, justifie la présence de médecins, tant du côté de la néonatologie que de l'obstétrique? Est-ce que c'est la raison qui impliquait la direction des soins obstétricaux par les médecins? Et progressivement, j'en suis venu à la conclusion que non. Et d'autant plus que cette intimité dont je viens de parler, ce type de lien très étroit pendant quelques heures, parfois c'est très court, il était très important. Il confortait les femmes dans leur tâche de mettre au monde les bébés. Il rendait possible. J'ai l'impression que dans l'humanité, il a toujours fallu un accompagnement. Et que cet accompagnement, que ce soit les femmes qui le réalisent, me paraissait, je veux dire, normal, sans doute nécessaire. J'ai été content que des hommes puissent devenir sages-femmes. Ça me soulageait de l'attribut qui m'était souvent fait finalement d'avoir une attitude sexiste. Voilà, les sages-femmes pour les accouchements et pas les hommes pour les accouchements. Voilà. Non, il y a des hommes qui sont sages-femmes, je pense qu'ils le font bien, qu'ils ont cette capacité d'accueil, d'écoute, d'intimité et voilà pourquoi je défends l'idée et que je défendrai l'idée que les sages-femmes doivent devenir les responsables des soins obstétricaux.
de tous. Ça veut dire y compris de la pathologie, mais dans le cadre d'un rapport de coopération étroit, bien sûr, avec les médecins, dont c'est le travail. Mais même lorsqu'une femme a une toxémie grave, a un diabète important, d'autres pathologies, et qu'on sait que les médecins sont nécessaires, quoi qu'il en soit, les sages-femmes, elles sont toujours là, et toujours présente pour accompagner cette femme. Et je crois d'autant plus que cette femme a des raisons de s'inquiéter pour elle-même, voilà, et qu'elle a besoin d'être confortée dans cette situation. J'ai l'impression que ce n'est pas notre tâche à nous, voilà, que nous ne le faisons pas bien. Nous avons la capacité, comme je pense tous les êtres vivants, d'être dans le respect, dans l'accompagnement, dans l'écoute. Mais la nécessité pour un médecin d'objectiver les corps, de prendre la distance qui est nécessaire pour traiter les corps souffrants, finalement de pouvoir, y compris, pénétrer dans les corps, parce que nous sommes dans la transgression. Voilà, nous sommes les seuls à pouvoir pénétrer dans les corps. Et quand je dis pénétrer, ce n'est pas seulement par les gestes chirurgicaux. Oui, il y a sans doute la nécessité d'une distanciation, voilà, qui nous met à l'abri. On sait que ça ne nous met pas d'ailleurs totalement à l'abri. Hein. Des événements récents ont montré que des médecins tombaient voilà, dans cette situation difficile, qui est celle d'une intimité extrême avec les corps. Voilà, alors homme-femme, voilà, ça paraissait effectivement sans doute plus menaçant pour les médecins. Il me semble que la situation est tranchée. Les sages-femmes deviennent savantes. Elles l'étaient déjà, mais vraiment, je trouve aujourd'hui de nombreuses sages-femmes, et vous en êtes l'exemple d'ailleurs, font des thèses, voilà, prolongent leurs études à travers différents examens, diplômes. Autrement dit, assurent la poursuite d'une recherche sur le plan de leur activité professionnelle. C'est principal pour moi. Là encore, je sais que voilà, c'est toujours très gênant de porter des accusations contre son propre corps professoral, mais médical et professionnel, pardon. Souvent les médecins, je trouve que quand même, ils n'ont pas ces qualités humaines qu'on attend de quelqu'un qui est dans le soin. Ils ont beaucoup de chance, les médecins, parce qu'on leur prête ces qualités de dévouement, d'attention, etc. Je n'en suis pas si convaincu. Voilà. Donc, continuons du côté de, finalement, la reconnaissance des sages-femmes, de leur qualité humaine. Voilà, pour moi, ce n'est pas de l'ordre de la supériorité, les qualités humaines. Voilà. C'est l'expérience qui nous permet d'avoir certaines qualités plus que d'autres. L'expérience des sages-femmes qui sont en plus les ancêtres, hein, voilà, absolue. C'est les premières professionnelles de la naissance, qui ne sont d'ailleurs pas des professionnelles, mais des accompagnatrices, comme l'était ma mère, voilà, de celles qui mettent au monde des bébés, voilà, qui sont là dans l'accompagnement. Et depuis fort longtemps, la Bible fait référence à, enfin, nous connaissons tout ça. Voilà, les médecins sont beaucoup plus jeunes, je veux dire, dans l'expérience réelle de la confrontation à la maladie. Jusqu'au XIXe siècle, ta question sur le toucher des corps, on ne touchait pas les corps. Voilà. Les chirurgiens ont été exclus pendant longtemps de la profession médicale. C'est la Révolution française qui réunifie chirurgiens et médecins. Voilà. On est finalement une profession très jeune, contrairement à ce qu'on pense, et contrairement aux sages-femmes, qui sont, et c'est plus que professionnel, quoi. C'est humainement une expérience très particulière qui est propre aux sages-femmes. Voilà ce qui me paraît devoir être non seulement de la reconnaissance, mais également
pour l'avenir dans l'organisation des soins. Est-ce que j'ai encore des choses à dire? Ce qui serait bien aussi, c'est qu'est-ce qui t'a marqué dans l'évolution? Donc on s'était dit peut-être plusieurs thèmes, par exemple la douleur, ton passage lutte pour l'avortement, contraception, avortement. Alors la contraception, le problème est posé en France dans les années 65 de façon forte. Il apparaît comme un enjeu politique, voilà, du côté de la libération des femmes. Alors il faut dire que l'expression même de libération des femmes, une expression nouvelle, voilà, qui choque, qui apparaît comme finalement excessive. On admet fort bien que les femmes ne sont pas toujours respectées, qu'elles sont souvent soit recluses, soit finalement pas reconnues dans leur capacité, dans leur égalité avec les hommes. Et là, il se produit un bouleversement qui est pour moi essentiel. C'est la revendication d'égalité. Or, le problème de la contraception pose de façon très forte cette question. Et pour moi, c'est une source de réflexion, il n'y a aucun doute là-dessus. Voilà. Alors, sur le plan personnel, et dans le cadre du couple que j'ai évoqué, finalement, on arrive alors que les pilules sont sur le marché européen, français en particulier. Mais ces pilules, qui s'appellent des estroprogestatifs, ne sont pas considérés comme contraceptifs. Ils sont prescrits parce qu'ils diminuent l'abondance de règles qui le sont trop, parce qu'ils diminuent les douleurs qui accompagnent parfois les règles, parce qu'ils régularisent des cycles qui ne le sont pas, qui ne sont pas réguliers. Voilà, comme une réponse thérapeutique à des altérations mineures, certes, mais qui peuvent gêner la vie de femmes jeunes ou moins jeunes. Voilà, c'est dans ce cadre, dans le cadre de la pathologie gynécologique, on va dire, mais plus largement, des troubles qui accompagnent la jeunesse en plus, que se pose cette question, en fait, très indirectement. On sait sur le plan international, et on va dire dans la partie de la population qui s'intéresse à ces problèmes, qu'il existe des produits qui sont contraceptifs. La contraception est d'ailleurs connue, prônée. Notre pays est le premier pays dans l'histoire de l'humanité qui réduit volontairement sa natalité. Alors dans le cadre de moyens contraceptifs qui sont très limités, et en définitive qui laissent encore à l'homme la décision en matière de contraception. Alors il se trouve que le 19e siècle en France est marqué par un véritable courant antinataliste du côté de la bourgeoisie émergente qui veut assurer dans les meilleures conditions son propre développement. Alors, on va voir apparaître les premiers moyens de contraception au XIXe siècle avec le préservatif masculin, en particulier. Féminin, les préservatifs féminins apparaissent quand même à partir du moment où on sait vulcaniser le caoutchouc. C'est une année très, très précise, c'est 1846, je crois, où on sait réaliser du caoutchouc fin et qui peut très bien servir pour les contraceptions par les préservatifs masculins. Alors, deux mots, les préservatifs masculins existaient avant, voilà, sous la forme de boyaux d'animaux qui étaient utilisés par les hommes. Voilà, mais voilà. Les spermicides étaient utilisés aussi dans des tas de civilisations d'ailleurs, visant à détruire le sperme de façon très empirique, mais existaient. Autrement dit, on a déjà quand même toute une culture de la régulation des naissances qui se fait par la connaissance de la physiologie, mais aussi par des moyens qui constituent des obstacles
entre les deux cellules de reproduction. Préservatif qui joue un rôle sûrement au cours du XIXe siècle, retrait qui est mieux compris, les femmes pratiquent très fréquemment, lorsqu'elles le veulent, des toilettes vaginales, dont l'efficacité est très relative, bien sûr, voilà, mais il y a une volonté très forte. Voilà, donc préservatif masculin, meilleure connaissance. Alors les cycles, on ne les connaît que tardivement, hein. L'ovulation, on ne la connaît qu'au XXe siècle, dans les années 1930. Donc on ne peut pas aller beaucoup plus loin que ça. Le stérilet est quand même une idée ancienne aussi, qui date du début du XXe siècle, où l'idée de mettre à l'intérieur de l'utérus un objet constitue un moyen de stériliser provisoirement la femme qui le porte. Voilà. Et les stérilets, les dispositifs intra-utérins, vont se perfectionner au cours, assez vite, au cours du XXe siècle. Voilà. Ils sont quand même très peu utilisés. Voilà. Il y a des anneaux, quelle que soit la forme, et ça n'a finalement pas beaucoup d'importance. Ils sont un peu utilisés, mais peu. Donc on a toute cette culture d'une contraception possible. C'est aux États-Unis, sur la base de connaissances de la biochimie, et là on commence à connaître le cycle ovarien, la production des gamètes, que va se faire tout un travail. L'Allemagne est aussi bien placée sur le plan de la biochimie. Voilà, mais on les possède. À la fin des années 50, ils vont être diffusés sur le marché dès le début des années 60. Alors sous une forme, parce que ce qui est quand même très surprenant, c'est qu'on va utiliser une quantité d'estrogène importante. Et cette quantité d'estrogène importante n'est quand même pas tout à fait anodine. Elle entraîne des accidents, en particulier vasculaires, qui sont liés aux propriétés mêmes des estrogènes. On le savait, les femmes qui sont fumeuses sont les premières victimes, ça c'est incontestable. Voilà, alors la première préoccupation va consister à diminuer la quantité d'estrogènes. Voilà, c'est d'autant plus justifié que les estrogènes ne participent pas en eux-mêmes à la contraception. Voilà, pour inhiber l'ovulation avec les estrogènes, il faut vraiment des quantités très importantes. Hein. C'est possible, mais voilà, en fait, c'est le progestatif. Et puis, on va arriver maintenant, alors donc ce n'est pas le début de la contraception, à ce qu'on n'utilise plus que des progestatifs et à des doses très faibles et qui assurent une contraception dans d'excellentes conditions. À l'exception des troubles des règles qui sont des fois gênants pour certaines femmes, plus de règles du tout, voilà, ou des saignements un petit peu permanents qui sont tout aussi gênants. Mais revenons au débat qui a lieu dans les pays occidentaux, et le nôtre en particulier. Donc, début des années 60, on sait qu'il existe une contraception hormonale. La bagarre est très forte en France. Hein. Elle mobilise beaucoup parce que finalement, la France est très familialiste, très nataliste, sans doute, parce qu'elle a été dans le contrôle des naissances très tôt, et que, comme vous le savez, en 1870, l'armée française est écrasée par l'armée allemande. Et qu'au XIXe siècle se produit ce phénomène tout à fait extraordinaire, c'est que le pays le plus peuplé de l'ensemble des pays occidentaux, on va dire à l'exception de la Russie, la France, c'est un pays qui va non pas se dépeupler, mais réduire sa natalité et sa croissance démographique. Alors que pendant ce temps-là, la Grande-Bretagne et l'Allemagne vont voir s'accroître leur population de façon massive. Voilà. C'est l'illustration du fait que nous sommes les véritables initiateurs d'une contraception à l'échelon d'une nation. Tout à fait intéressant. Les médecins sont hostiles à cette attitude. Ils sont natalistes et de façon massive. Hein. Il y a des médecins qui accompagnent les mouvements d'émancipation des femmes au XIXe siècle, qui sont du côté de l'éducation, c'est-à-dire de la connaissance du corps, de la connaissance de la physiologie. Voilà, il n'y a pas de problème, on en trouve. Voilà, on peut les citer, mais finalement ils sont très minoritaires.
la culture médicale en France va être du côté de la natalité. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et puis très vite, ça a été relayé par la défense du droit à l'avortement. Alors la France, voilà, ne se vantait pas, mais faisait état d'un nombre d'avortements provoqués qui était considérable. Voilà, on a cité des chiffres qui allaient jusqu'au million par an, ce qui pour moi n'est pas très sérieux sur le plan scientifique. Il est possible que le nombre d'avortements ait approché le nombre de naissances, c'est possible. Dans la première moitié du XXe siècle, la décroissance quand même de la natalité est telle que les années 38-39, il y a moins d'enfants à naître que de personnes à décéder. Donc là, on s'inscrit dans une diminution de la population. Voilà, donc on est dans cette situation-là. On considère que les avortements après la Deuxième Guerre mondiale vont flamber. En plus, c'est là qu'apparaissent les chiffres les plus extravagants. Je m'en tiendrai aux chiffres qui sont publiés par l'Institut national de démographie et qui situent à 300 000 environ le nombre d'avortements provoqués avant le vote de la loi et dans cette période qui va quand même, sans doute, des années 50 jusqu'aux années 70. Voilà. En sachant que les avortements, à partir du moment où il y a des antibiotiques, deviennent nettement moins dangereux, mais j'ai vu des femmes mourir après les avortements. J'ai fait des gardes de réanimation à l'Hôtel-Dieu, c'était à l'Hôtel-Dieu, il y en avait dans d'autres hôpitaux, pour des réanimations rénales de femmes qui avaient fait des complications infectieuses qui entraînaient des anuries, voilà, dont certaines mouraient. Certaines mouraient aussi de complications infectieuses au niveau du pelvis, des péritonites graves, des pyosalpinx. Voilà, donc des situations graves, oui, elles existaient. Le nombre de morts avant 1975, quand même, était, je crois, aussi très réduit. Mais très réduit, ça veut dire quand même, sans doute, 2 à 300. Là encore, chiffre de l'INED. Voilà, mais enfin, c'était insupportable de voir des femmes quand même qui mouraient la suite d'un avortement. Alors, il y avait des pratiques clandestines, médicales d'ailleurs, en tout cas médicalisées, qui se sont répandues. Entre 70 et 75, création du MLAC, là, il y a des pratiques qui se font au vu de tous dans les entrées d'hôpitaux, hein, voilà, à Port-Royal et dans d'autres hôpitaux. Donc c'est des pratiques qui deviennent intolérables, quoi. Je veux dire, c'est plus possible. Et toi? Alors moi, par rapport à ça, je n'étais pas très sensible à la détresse des femmes face à cette situation. Je l'ai dit, je suis de famille nombreuse, chrétienne, l'avortement, c'est pas très beau, quoi. Hein. Donc, culturellement, j'étais marqué par ça. Mais il faut savoir que quand même, jusqu'à 1975, les questions d'internat, c'était une question de l'oral de l'internat, présentaient les complications de l'avortement qui s'intitulait « Complications de l'avortement criminel ». Voilà, pour moi, je sentais bien que ça ne tenait pas la route, tout ça. Mais de là à pratiquer nous-mêmes des avortements, j'y étais pas simplement prêt. Mais très vite, quand même, au début des années 70, vu voilà, tout le remue-ménage autour de cette affaire, dont je sentais bien que c'était une affaire grave, importante, tout à fait réelle, des sollicitations de femmes qui me connaissaient. Moi, j'ai pratiqué des avortements. Alors, je ne l'ai pas fait de façon organisée et engagée dans le MLAC, voilà. Mais j'ai fait tant bien que mal des avortements voilà, qui m'étaient demandés par des gens que je connaissais et pour qui, oui, je ne pouvais pas résister. Voilà. Il m'apparaissait que oui, ce n'était pas possible. Enfin, et je réalisais surtout que quand même, c'était les femmes et les femmes seules qui pouvaient dire si elles pouvaient attendre un bébé. Mais comme vous le savez, beaucoup de gynécologues obstétriciens
était hostile à l'avortement. Faut se rappeler que l'étude de la sexualité des Français qui a été faite par Simon, je crois que c'est Pierre-Henri, met en évidence l'hostilité. Cette étude est faite au début ou à la fin des années 60, je ne me souviens plus exactement la date, qu'importe, et qui met en évidence que la population française a basculé du côté de l'autorisation. Tout juste, mais oui, le basculement a eu lieu, mais que dans la population française, la catégorie professionnelle la plus hostile, ce sont les médecins. Et parmi les médecins, la catégorie la plus hostile, ce sont les gynécologues obstétriciens. Voilà, on les excuse en disant bon, ils sont du côté de la vie, de la naissance, des bébés, enfin, etc. Bon, voilà. C'est tout ce contexte culturel. Alors la bagarre sur le plan politique a été rude. Hein. Voilà. Simone Veil a été insultée de façon odieuse, alors qu'elle revenait des camps de concentration. Voilà, on l'a presque traité de nazi. Enfin, c'est invraisemblable de tels comportements, on se dit, de la part de médecins, hein, pas seulement de députés. Voilà. Voilà, c'est comme ça. C'est des choses qui m'ont beaucoup ébranlé, hein, beaucoup marqué. Hein, je veux dire, le double langage, une espèce d'hypocrisie délibérée, officialisée, quoi. Hein. Je connaissais des médecins qui pratiquaient des avortements clandestinement et qui, au moment où la loi a été votée, étaient contre l'avortement. Enfin, bon, voilà. En tout cas, j'ai vécu cette bagarre. J'étais encore jeune, peu enclin à pratiquer des avortements, mais j'ai vécu cette loi comme nécessaire, comme indispensable. Voilà. Et après, les techniques d'avortement, j'ai travaillé à ce qu'elles soient les plus légères possibles, les moins dangereuses, et qu'elles n'immobilisent pas les femmes. Voilà. Les techniques qui étaient utilisées dans le monde, hein, l'aspiration. Moi, j'ai pratiqué pratiquement tout le temps les aspirations à la seringue, et seulement à la seringue. C'était parfait, il n'y avait pas de bruit. Les bruits d'aspirateur, pour moi, étaient assez insupportables. Gênaient, il faut parler, il faut, je veux dire, faut que ça se passe bien, il faut que la femme, ce ne soit pas pour elle quand même. Voilà. Alors il y avait soit l'anesthésie générale, voilà, une immobilisation qui était de plus de 24 heures, et puis voilà, des anesthésies locales pratiquées avec un aspirateur électrique bruyant. Hein. Je pense que vous avez connu ces aspirateurs électriques bruyants. Voilà. Alors que la sonde de Karman permettait l'utilisation de seringues, voilà, qui apportaient une aspiration qui était de l'ordre de 0,5-0,7 millibars, qui est tout à fait suffisant. Hein. Voilà. Voilà, en ce qui concerne l'avortement. Alors, d'autres progrès quand même, parce que... Alors, sans doute, est-ce que, personnellement, j'ai été aspiré du côté de cette spécialité, parce qu'elle se transforme, elle se bouleverse. Voilà, la contraception, l'autorisation de l'avortement. On est en 75, et en 75, on pratique déjà des avortements pour une pathologie du bébé en particulier, les trisomies 21, que l'on recherche, que l'on propose systématiquement de rechercher aux mamans qui ont 40 ans, puis après 38 ans, puis après une généralisation par le biais de marqueurs sériques qui permettent de sélectionner une population à haut risque. Voilà. Et donc, c'est pour moi une période très importante où on réfléchit tant sur le plan éthique que sur le plan des techniques possibles. C'est l'époque du bébé est une personne. Donc l'idée qui se développe que le bébé, c'est une personne humaine, ce qui pour moi est un bouleversement, quoi, qui s'oppose à la conception aristotélicienne, et nous sommes tous aristotéliciens, nous autres occidentaux, que le bébé est une pâte molle, une cire molle, que l'on voilà, modèle à notre ressemblance. Voilà. Il m'a fallu beaucoup de temps pour arriver jusqu'à cette idée que finalement c'est le bébé qui nous modèle. Voilà. Je reconnais qu'il y a une réciprocité bien sûr dans les rapports, hein, voilà. Mais que le bébé était un incitateur de vie, il nous appelle. Voilà. Voilà pourquoi j'ai appelé mon ouvrage
j'aimerais tant vous aimer. Et donc, oui, cette histoire est une belle histoire du côté de la découverte du bébé, de sa personnalité. Voilà, donc voilà, je m'inscris là-dedans avec toutes les réflexions inhérentes à ce rapport nouveau avec le bébé. L'enfant intra-utérin. Quelle période exactement? Ah, c'est les années 80. C'est les années 80. Donc à ce moment-là, tu es à Creil? Oui, oui. Et donc, oui, je suis très en accord avec ces courants. Courants qui me libèrent dans une certaine mesure d'idées qui étaient néfastes, voilà, qui ne reconnaissaient pas la personnalité du bébé. Or, pour moi, il était important qu'elle soit reconnue, mais je n'avais pas une conscience claire de cette idée. Et donc, les interrogations sur l'accouchement se posent pour moi. L'accouchement sans douleur, j'en ai entendu parler, comme la France entière d'ailleurs. La bagarre autour de l'accouchement sans douleur, j'ai connaissance de cette bagarre. Je vois que dans les services, quand même, de gynéco-obstétrique, on continue quand même à avoir très mal au moment de l'accouchement. Donc, je suis assez adepte de cette proposition d'accompagnement qui me paraît pas d'ordre seulement technique, mais de l'ordre de la formation, de l'ordre de l'information, de la volonté de participation des couples en plus, pas seulement de la femme, est intéressante. Alors, ça, c'est quelque chose que je découvre dans une certaine mesure un peu seul, enfin, ou on va dire culturellement, voilà, dans la mesure où quand je rentre en obstétrique, et donc tu vas me redemander à nouveau quand, c'est-à-dire dans les années 70, au début des années 70. Et donc, où se pose cette question, mais finalement, est-ce que ce n'est pas d'ordre simplement d'ordre psychique, on va dire, au maximum pour certaines et certains, de l'ordre de l'embrigadement mental. L'URSS est suspecte quand même, voilà, de ce côté-là. Donc on ramène ça voilà, après tout, ça n'a sans doute quand même pas beaucoup de valeur. Et justement, est-ce que toi, ton engagement politique a compté dans le... Ben, tu sais, au début des années 70, mon engagement politique, il va dans le soutien au courant pacifique concernant la guerre d'Algérie, c'est-à-dire début des années 60, puis après contre la guerre du Vietnam. Voilà, mon engagement politique, il est relativement tardif. Voilà. Mais c'est quand même 68, à peu près. Voilà, donc oui, tu as raison, mes orientations politiques m'amènent à réfléchir à cette idée. D'autant que il apparaît une contradiction très forte entre la réputation détestable, on va dire, de l'URSS, qui, après une période, on va dire, de respect, qui est la période de libération, parce que c'est l'armée rouge qui a brisé les reins du nazisme, voilà, donc il y a quelque chose qui fonctionne encore du côté du respect. L'accouchement sans douleur, il vient de l'URSS, et donc c'est la CGT qui, en France, va le diffuser dans le cadre d'une unité hospitalière privée associative, qui est la Clinique des Bleuets, qui est repris par une autre association, qui est la Clinique des Lilas. Donc il y a un courant voilà, qui m'intéresse, voilà, qui m'intéresse vraiment. Parce que quand même, oui, tu as raison, le rappel au caractère douloureux de l'accouchement me saute aux yeux, quoi, hein, il n'y a aucun doute. Hein. Voilà, d'autant que nous avons 3 enfants qui naissent dans cette période-là. Voilà. Et ma compagne, elle n'est pas du genre à rigoler au cours de son accouchement, hein, pas du tout. Hein. Elle est de l'ordre, elle vit l'accouchement comme éminemment douloureux. Hein. Et donc, on a des témoignages qui sont tout à fait probants, me semble-t-il. Voilà. D'ailleurs, moi j'ai toujours été surpris de voir qu'il y a réellement des femmes. Alors Max Ploquin était le grand spécialiste qui montre des femmes
qui sont, pendant la mise au monde de leur bébé, qui affichent le bonheur, qui sourit. Il y en a une qui éclate de rire au moment de la sortie du bébé. Voilà. Donc, c'était du côté de l'orgasme. Voilà. Et Max Loquin, c'était un truc qui lui plaisait beaucoup, quoi, hein. Qu'en définitive, la sortie du bébé était proche de l'orgasme. Voilà. C'était une idée qui était développée. Voilà. Je ne faisais pas trop là-dedans, mais je comprenais, il me semblait, que c'était une possibilité. Et voilà, qu'elle n'était pas à rejeter ni à considérer comme infâme. Non, pas du tout. Voilà, mais je savais bien que, enfin, je sentais bien, pardon, qu'il s'agissait, voilà, d'une situation qui était très personnelle, d'un vécu qui était très personnel. Voilà, donc. Alors, l'accouchement sans douleur a très vite buté sur un certain nombre, une hostilité qui s'est confirmée assez vite, disant que c'était de l'ordre du bourrage de crâne, quoi, hein. Voilà, voilà, de la manipulation des cerveaux. Et donc ça a eu prise, et est arrivé assez vite la péridurale. Et donc la messe était dite, voilà, la péridurale a remporté le morceau, très simplement, je dirais. Tu as pensé quoi quand tu l'as vu arriver, toi? Alors, ben moi, je l'ai défendu par principe, parce que je voyais bien que l'accouchement sans douleur, on n'était pas bon. Enfin, il y avait sûrement des lieux où on était meilleur. J'ai tenté moi-même, voilà, de procéder à des informations les plus précises possibles, à l'accompagnement, voilà, à toute une attitude qui me paraissait rendre possible l'accouchement sans douleur. Mais je voyais bien qu'on n'était pas très bon quand même, voilà. Donc j'ai défendu avec d'autant plus d'ardeur que le collègue qui était chef de service, lui, il était tout à fait contre. Donc ça m'a aidé à être tout à fait pour, voilà, le considérant que c'était un choix, quoi. Voilà, et donc j'avais fait venir y compris une journaliste qui s'appelle, je crois, Marie-Josée Jobert, c'est comme ça, voilà. Qui avait écrit 2 livres sur l'accouchement sans douleur pour considérer que c'était, voilà, ça ne valait pas grand-chose. Je ne l'ai pas suivi, mais j'étais bien conscient que finalement la période d'exaltation d'après la Deuxième Guerre mondiale était finie. C'était mon analyse. Voilà. On n'était plus dans une espèce de volonté de libération très forte, voilà. On était dans une demande de soulagement extérieur, quoi. Voilà, non, pour moi, une femme qui souhaitait une péridurale, voilà, on devait lui proposer. J'avais quand même le sentiment que tout allait dans le sens de l'innocuité de cette technique. Alors, je sais bien qu'on sortait quelques paraplégies, et tu me diras, quelques paraplégies, c'est pas rien quand même, hein. Bon, voilà, il y a eu des hématomes de la Durmer qui ont entraîné des compressions, oui, pardon, et donc, ça ne me paraissait pas entraîner la condamnation de cette méthode, quoi, hein. Voilà, qui était reprise très largement, voilà, et qui a fait la preuve à la fois de son innocuité et de son efficacité. Par rapport à ça, je dirais, pour aller vite quand même, que, après tout, une femme qui lit son journal en attendant son bébé, c'est pas très satisfaisant quand même. Tu t'en es rendu compte toi-même au bout d'un moment? Oui, oui, c'était une réalité. C'était utilisé par ceux qui étaient contre, bien sûr. Mais j'étais le témoin de ça. Donc je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Qu'est-ce qui n'allait pas là-dedans? Un tel événement qui est la survenue d'un bébé qui va vous sortir du ventre, alors qu'on a vécu une intimité absolue avec cet enfant pendant 9 mois, et qui allait devenir une personne parmi les personnes, un humain parmi les humains, c'était un événement d'un
tel caractère, hein, qui nécessitait quand même un véritable investissement affectif. Il me semblait, bien sûr, je n'en disais pas trop, parce que ce n'est pas moi qui mets les bébés au monde, c'est des mamans. Voilà. Mais il me semblait que là, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc, on essaie de s'expliquer, d'en parler. Voilà. Quand il y a une difficulté, il faut en parler. Voilà. Aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il existe un courant, finalement, de retour à la nature, on va dire, un courant écologiste, qui est plutôt réservé à l'égard des péridurales. Voilà, c'est aussi ce courant, d'ailleurs, qui va dans le sens de la facilitation de l'accouchement à domicile, des maisons de naissance. Et tout ça, pour moi, ne constitue que des subterfuges à l'étape qui me paraît nécessaire et qui n'est pas dite, qui ne peut pas être dite aujourd'hui, qui est celle de ce sont les sages-femmes qui doivent diriger l'obstétrique, et ainsi remettre sur pied des conditions de naissance qui soient du côté du respect, tant du bébé, de la maman, de la famille, enfin, etc. Même, je suis aussi un peu gêné par rapport à cette idée que j'ai dû le dire pour qu'elle le dise. Voilà, c'est aux sages-femmes de le dire, bien sûr. Ce n'est pas moi qui vais décider du sort des sages-femmes, c'est les sages-femmes elles-mêmes, bien sûr. Or, oui, il existe des sages-femmes qui pensent réellement que c'est à elles de diriger l'obstétrique, pas dans un but de concurrence, pas avec la volonté de repousser les médecins, non. Très simplement parce qu'elles ont bien conscience que leur rôle n'est pas celui d'un médecin. Voilà. Qu'elles ont une fonction particulière. Et que cette fonction particulière, pour qu'elle s'exerce, il faut qu'elles aient la responsabilité totale des soins. Autrement dit, oui, c'est les sages-femmes qui sont du côté, je crois, l'exemple de la Bible est quand même un bon exemple, quoi, hein. Je trouve qu'on n'a pas un exemple qui montre aussi clairement quel est le rôle de la sage-femme. Elle préserve la vie. Et je considère aujourd'hui que les sages-femmes, elles préservent les médecins de s'engager dans la pathologie. Voilà. Qu'elles mettent à l'abri les femmes de la dystocie, qu'on appelle fonctionnelle ou d'un autre. Voilà. Une femme qui n'a aucune pathologie organique, qui a un bassin normal, et les femmes dans nos pays ont pratiquement toutes des bassins normaux, à très peu de choses près. Donc elles peuvent accoucher. Or, leur dilatation s'arrête à 3-4 cm, voilà, et traîne et n'avance pas. Alors on a inventé l'accouchement dirigé avec la systématisation de la rupture des membranes et de la perfusion de Saint-Toussinon, mais on sent bien que là c'est excessif, que l'abus de Saint-Toussinon a entraîné des hémorragies de la délivrance grave, etc. Voilà. Et que le caractère physiologique de l'accouchement doit être respecté, impérativement. Voilà, c'est peut-être pas un péché que de diriger systématiquement un accouchement, mais ce n'est pas un bien. C'est une réponse, en définitive, à des besoins qui sont des besoins d'organisation, et pas aux besoins d'une future maman et d'un futur bébé. Voilà. Les sages-femmes, quand les sages-femmes me disaient « mais les médecins ne connaissent pas l'accouchement physiologique », je n'arrivais pas à comprendre ça. Voilà, parce qu'on apprend dans les livres ce que c'est qu'un accouchement physiologique. Mais ils n'en ont pas l'expérience, c'est vrai, sauf de façon théorique. Voilà, madame un tel est à 5 cm depuis 2 heures, bon, on la césarise, c'est tout, voilà. Les sages-femmes m'ont appris, nous ont appris, mais pas beaucoup, qu'il fallait être patient, que si un bébé il va bien, qu'une maman elle va bien, on peut attendre, voilà, qu'on ne doit pas rompre les membranes sans raison.
Voilà, tout ça me paraît juste et bon. Voilà, donc c'est un peu aussi ce que j'ai appris et qui se transforme actuellement. Les exigences de maison de naissance, c'est quoi? C'est bien que c'est les sages-femmes qui dirigent, et qui dirigent seules. Voilà, y compris la loi, voilà, c'est inscrit dans cette idée qu'il y a des accouchements qui peuvent se passer de tout médicament et de tout instrument. Et les sages-femmes ont défendu cette idée. Mais encore une fois, voilà, on doit aller plus loin, je pense vraiment.